L'œil du peuple, la politique. L'œil du peuple, la politique sans filtre. 4 officiers de l'armée rwandaise ont été sanctionnés par le Trésor américain. Alors nous allons parler de ces sanctions. Pourquoi c'est seulement ces officiers-là qui sont ciblés? Beaucoup auraient aimé peut-être voir Paul Kagame être sanctionné parce que c'est lui qui est l'auteur de tout ce qui se passe au pays. Mais c'est l'armée qui est principalement frappée. Est-ce que ces sanctions donnent tout de même une crédibilité à l'accord de Washington? Cet accord que nous avions signé il y a presque 2 mois déjà. Mais certaines personnes pensent que cet accord souffre d'application jusqu'à aujourd'hui. Alors là, nous avons des sanctions qui sont tombées sur l'armée rwandaise. Est-ce que c'est le résultat des accords de Washington? Ce sont des questions que nous posons autour de cette émission. On parlera aussi du changement de la Constitution. Parce que vous le savez, notre Constitution a 20 ans d'existence. Et les 20 ans, certains professeurs d'université pensent qu'aucune constitution ne peut avoir une durée de vie de 20 ans sans pouvoir être changée ou modifiée ou touchée. Faudra-t-il la retoucher, la changer ou la maintenir? Alors on parle aussi du dialogue parce que vous savez que le chef de l'État a finalement accepté qu'il y ait dialogue et que nous sommes dans l'obligation d'en parler. Pour en parler, nous recevons le porte-parole de Autre Vision du Congo, AVC, de Didier Boudimbo, qui est l'actuel ministre de Sport et Loisirs. Cédric Moudiantou, bienvenue et bonjour. Merci Désiré. Vous allez bien? Oui, ça va. Très bien habillé. Hein? J'ai aimé le style aujourd'hui. C'est vraiment du blazer en lin. C'est pas donné à tout le monde de porter. C'est ça le pouvoir. Hein? C'est pas ce qui importe. Ça importe peu à nos très nombreux téléspectateurs et au peuple congolais qui est très attentif à l'évolution de la situation à l'Est. Ce n'est pas la personne de Cédric, je suppose encore moins celle de Désiré, mais surtout les problèmes du pays. Je ne sais pas, je prends quand même les compliments, oui. Mais ce n'est pas si spécial que ça. Oui, mais vous êtes très bien habillé. Hein, merci. Parce qu'à l'opposition, on ne peut pas s'habiller de cette façon. Hein, je ne sais pas. Il faut être du pouvoir pour s'habiller comme ça. Je ne sais pas si c'est le pouvoir parce que c'est des histoires tout à fait... ça coûte cher, non. C'est logique. Pas du tout ça. Je te remercie pour l'invitation. Je vais espérer que nous passions des très bons moments d'échange. Merci beaucoup. Alors, comment se porte l'AVC? Vous multipliez actuellement beaucoup d'activités. Même dans notre journal ici, je vois AVC. Vous préparez quoi? Les élections 2018? À la différence d'autres partis politiques, l'AVC, ce n'est pas un parti mallette non plus. Ce n'est pas non plus un parti des cadres. C'est un parti des masses. Le parti des masses, c'est celui qui vit. C'est celui qui est dans une proximité permanente avec la population, dont la grande partie représente les membres de l'AVC. Alors, dans la logique de la dynamisation de nos structures de base, il a plu au secrétaire général du parti, que je salue, Maître Magloire Kassongo, sous impulsion de l'autorité morale, l'excellentissime ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbo, qui voudrait bien sûr, au regard des souhaits des Congolais, de voir après Félix Tshisekedi, que le tshisekedisme reste ce courant qui puisse se pérenniser. Et l'AVC s'est dit, au regard du fait que nous sommes un enfant né des idéaux du fait Dr Étienne Tshisekedi, alors nous sommes un parti avant-gardiste pour pérenniser le tshisekedisme et bien entendu maintenir le flambeau
de nos idéaux tshisekédistes toujours allumés. Voilà pourquoi, ces derniers temps, nous avons intensifié les activités, comme vous le voyez, ça passe chez vous, ça passe ailleurs. Le plus important serait de convaincre l'opinion que le Congo reste notre seul patrimoine et qui, à travers l'AVC, peut toujours compter sur ses fils pour maintenir ses valeurs. Qu'est-ce que vous préparez vous préparez les échéances à venir de 2028 à travers ce que vous faites actuellement, où vous êtes de ceux qui pensent qu'il n'y aura pas élection en 2028 et que vous, peut-être parce que le parti doit vivre, et que vous faites vos activités. Naturellement, le parti politique est une, comment je vais dire, miniature architecturale des institutions. Vous avez compris, n'est-ce pas? Oui. Alors, s'il faut pour le politique ne vivre que pour les élections, en d'autres termes, nous considérons la population comme les électeurs. Nous lui retirons la qualité du peuple, nous ne lui laissons que celle des lecteurs. C'est l'impression que non. Alors, c'est l'impression que plusieurs partis politiques donnent. Voilà pourquoi il y en a qui disparaissent à la suite, soit de l'exercice du pouvoir, soit de moyens à l'instar du PPRD. Alors, nous sommes un parti, nous vivons, parce que nous savons que le Congo vit comme pays avec un peuple qui a besoin évidemment de nos idéaux. Nos idéaux sont rattachés aux valeurs républicaines. Vous voyez, nous sommes liés à ce pays par le sort. Le sort de ce pays nous concerne. Quoi de plus normal que nous vivions chaque jour? Ce n'est pas seulement les élections qui nous concernent. Oui, les élections, nous travaillons puisque nous avons besoin évidemment de demeurer cette force politique qui maintienne le tshisekédisme, comme je l'avais dit. Encore faudra-t-il qu'il y ait plus de Congolais qui souscrivent à notre vision. Mais encore faut-il que nous vivions chaque jour, qu'il y ait élection ou pas. Parce que les élections, c'est après chaque 5 ans. Dans les 3 premières années avant les élections, vous faites quoi? Vous attendez? Non. L'AVC n'a jamais attendu. Chaque jour, nous sommes au front. Chaque jour, nous rappelons les valeurs. Chaque jour, nous soutenons la République. Chaque jour, nous soutenons les institutions, dont la première est le président de la République. Cédric Moudiantou, même si ce n'est pas dans la thématique, mais laissez-moi vous poser cette question parce que ça se parle actuellement dans la bouche de beaucoup de Congolais. On a l'impression que nous avançons droitement vers 2028, mais c'est le flou. Devant nous, c'est le noir. Il y aura élection en 2028? Mais le noir, pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait élection en 2028. Bien entendu. Vous pensez qu'il y aura élection ou non? Je pense que pour le moment, les Congolais sont en train d'être plus préoccupés de la situation. Une chose d'abord, n'est-ce pas? Une chose d'abord, tu parles à un économiste et j'ai étudié l'ordonnancement, la planification. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois, pour le moment. Oh. Attends, pour le moment. Comme nous savons que c'est acquis dans un processus démocratique qui est élection dont le cycle est défini par la Constitution, aujourd'hui, fin de la guerre à l'Est, c'est la préoccupation majeure de tous les Congolais. Ah bon? Oui. Et si on arrive en 2028 Je dis ceci. Et qu'il n'y a pas fin de la Je guerre? dis ceci. Oui. Maintenant d'abord, une chose. Fin de la guerre à l'Est. C'est la principale mission dans le mandat. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est la principale mission dans le mandat du chef de l'État. Oui, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, cette guerre. Voilà pourquoi je dis, s'il y a alternance, c'est puisque l'arrivée d'un autre président est portée par une prétention de mettre fin au passé. Si la guerre plutôt, a demeuré, a duré des décennies, Tshisekedi a été candidat porté par le peuple puisqu'il a estimé qu'il était en mesure, et d'ailleurs le fait sont en train de le prouver, de mettre fin à la guerre. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est la principale mission. Je pense, laissons-le achever cette mission qui constitue la préoccupation de la population congolaise. Vous préférez avoir des élections en 2028, vous? Je préfère la fin de la guerre. Donc, 2028, c'est pas ce qu'on J'ai dit ceci, pour le moment. Oui, vous, Cédric Moudiantou, préfère avoir des élections en 2028? Je veux d'abord que mon pays soit dans la paix et la paix des braves. Oui, mais c'est un processus. Voilà pourquoi j'ai dit, ce qui me préoccupe maintenant, oui, c'est de voir qu'à l'Est, on ne viole plus les petits-enfants. Mais à l'Est, on n'enterre plus les hommes vifs. À l'Est, on ne contraint plus les jeunes hommes à violer leur maman. C'est ce qui me concerne en tant qu'humain, en tant que peuple congolais. C'est ça le plus important. Très bien. Alors, où en sommes-nous avec l'accord qui a été signé entre le Rwanda et la RDC sous l'égide de Washington? Et les sanctions qui sont tombées aux officiers rwandais.
Cédric Moudianto, l'armée rwandaise est sanctionnée? Oui. 4 individus sont sanctionnés. Peut-on parler de la victoire diplomatique? Vous voulez qu'on parle de quoi? Si ce n'est de la victoire diplomatique. Quand 4 personnes sont sanctionnées, c'est Même une victoire 2, même diplomatique. une. Ah oui. Oui, même une. Ça impacte quoi en RDC? Je vais, avant de rappeler ça, Oui. en dehors de l'arrogance politicienne, puisque nous avons vu, et nous sommes en train de voir d'autres en train de diffuser l'ignorance dans les médias, juste parce qu'ils sont choqués par l'effet de ces sanctions. Vous savez que la fragilisation du pouvoir des Kabila, plongée dans une répression sauvage, manifestation pratique et directe de la dictature, la fragilisation a été due à 2 choses. Lesquels? La pression interne, notamment la population qui s'était éveillée, disant non, plus question de la dictature. Deuxièmement, la diplomatie agissante à l'époque déjà de l'opposant Félix Tshisekedi, oui, qui a engendré les sanctions. Même si vous voulez flatter. Ah, Félix Tshisekedi, à cette époque-là, diplomatie agissante. Ben, à l'opposition. Attends, avant Tshisekedi, quand tu dis à l'opposition, vous ne parlez même pas de Moïse Katumbi qui détenait l'opposition, vous parlez de Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi, il était opposant où? Oh, mais il était opposant? Non. C'est lui qui a réuni toute l'opposition. Avec quel ancrage? Et même Étienne Tshisekedi. Avec quelle envergure politique? C'est lui qui a payé les billets. J'ai posé la question, même si ce n'est pas mon rôle. Question d'inverser le rôle. Avec quelle envergure politique? Avec quel ancrage? Mais il les a. L'argent n'achète pas tout. L'argent n'achète pas tout. Si l'argent pouvait acheter tout, Katumbi serait un grand leader dans ce pays. Mais il l'est. Non, il a l'argent. C'est un grand homme d'affaires pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est mon président de club, Tout-Puissant Mazembe. Je ne voudrais pas qu'on parle de lui avec mépris. Je le respecte en tant que président de mon club. Mais pas politiquement. Ce n'est pas un leader. Mais lui qui n'est pas un leader politique que vous prétendez, parce que un leader, c'est celui qui met en place une vision. Didier Boudimbo reste à Fandi. Il regarde que mon pays a tel problème. Et pour que nous arrivions à la solution de ce problème, il faudrait, donc c'est-à-dire il pose un diagnostic. Il faut commencer à changer à tel niveau. Et cela le pousse à mettre en place une organisation politique qu'il appelle Autre Vision du Congo. De la même façon que le responsable de cette chaîne, ayant constaté les failles dans le monde médiatique, il a mis en place un organe médiatique pour être un correcteur. Katumbi, par contre, a acheté d'autres partis politiques. Donc, ça veut dire qu'il est président de quoi? En même temps, il y a l'ARC, le parti qu'on appelle ARC, de... comment il s'appelle encore? C'est le métis ici, c'est qui? Qui? Celui qui, aujourd'hui, qui porte la mallette de Moïse Katumbi, c'est qui? Comment il s'appelle encore? Olivier Kamitatou. Ancien président de l'Assemblée nationale. La mallette. Non, j'ai décrit ce qu'il est. Il y a son parti là-bas. Il y a le parti de Feu Pierre Lumbi. En fait, il a acheté des partis politiques. Alors, vision plus vision plus vision plus vision. Ça donne quoi? Ça donne quoi? J'ai eu l'occasion une fois de poser la question à un cadre de son parti. Commence par nous dire quelle est votre vision. Puisque dans votre parti, vous avez la vision de Olivier Kamitatou, vous avez la vision de Pierre Lumbi, vous avez la vision. Mais c'est quoi votre vision? En cela, la sommation des leadership, c'est ça, il crée le leadership de Katumbi. On de qui se fout-on? Revenons maintenant à notre thématique. Voilà. Revenons à l'armée rwandaise qui est sanctionnée. Quel est l'impact sur la RDC? D'abord, nous gagnons quoi à travers ces sanctions-là? C'est bien pour ça que je te disais, oui. La fragilisation du régime Kabila, c'était l'effet des sanctions. Les sanctions de quelques caciques. Les sanctions tombent par rapport au rôle individuel de chaque acteur impliqué dans une crise. Pour le cas de la RDC, vous aviez John Numbi, un tueur à gages. Donc chacun qui posait... Avec qui vous êtes aujourd'hui. Attendez. Ben oui. On a sanctionné sur base du rôle que jouait chacun dans une situation. Et l'armée rwandaise, les officiers de l'armée rwandaise étant sanctionnés par rapport au rôle qu'ils jouent dans la déstabilisation de l'Est. En d'autres termes, l'armée rwandaise est sanctionnée. Lorsque ta fille ou ton fils connaissent un problème, c'est toi qui le connais, puisque une armée a une âme et un commandant qu'on appelle commandant suprême. Le fait de sanctionner les officiers rwandais,
les officiers de l'armée rwandaise, c'est l'armée rwandaise qui est sanctionnée et c'est le Rwanda dont son président notamment qui se trouve aussi être sanctionné. Pour la Comment RDC, ça? oui bien sûr. Kagame est sanctionné? On a sanctionné l'armée rwandaise Alors, qui a un commandant suprême. Et les sanctions, lorsque vous les lisez scrupuleusement, vous comprenez que le Rwanda entre en difficulté en termes d'opération, d'exécution notamment de son plan contre la RDC. Il va entrer en crise notamment en termes d'approvisionnement sur le plan de la munition. Et n'oublie pas, lorsque les sanctions commencent à tomber, qui ne sont pas les premières d'ailleurs, c'est une vague de sanctions qui ont commencé, qui se poursuit. On est d'abord sur une phase de comprendre que c'est une victoire diplomatique pour la RDC par l'effet de la violation par Paul Kagame de l'engagement solennellement pris par lui dans le cadre de l'accord entre la RDC et le Rwanda pour la paix. Bien entendu. Et ça constitue une sorte d'alerte qu'au cas où, puisque en même temps, il est maintenant imposé, il est obligé, au regard de ces sanctions, de procéder au retrait de ses troupes. Non seulement aujourd'hui le Rwanda, on le pointe du doigt comme responsable de l'agression, de la déstabilisation par les faits, de l'invasion sur le sol congolais, mais en même temps, il y a une coercition pour le retrait de ses troupes sur le sol congolais. Je pense, avec raison, que ceci est une victoire diplomatique, puisque avant, il n'y a pas eu ça. La RDC a mis le Rwanda dos au mur jusqu'à commencer à obtenir des sanctions, alors que le Rwanda n'avait jamais accepté qu'il était responsable de l'agression et la déstabilisation de la RDC. J'ai toujours eu l'impression que quand on est au pouvoir, surtout vous, votre pouvoir, je me pose la question, j'ai l'impression que vous avez du mal à définir les concepts, ou quelques concepts. Par exemple, victoire diplomatique. Pendant que la RDC est agressée, pendant que la partie de la RDC est occupée par le Rwanda, vous parlez de la victoire diplomatique. Et juste à travers des petites sanctions infligées à 4 officiers rwandais, et vous parlez de la victoire diplomatique. Aujourd'hui, comment peut-on parler de la victoire diplomatique alors que le Rwanda occupe nos terres, plusieurs villes, je parle de la ville de Goma, la ville de Bukavu et leurs environs. Et à RDC, on parle de la victoire diplomatique. C'est quel genre de victoire? C'est que tu devais comprendre, on dirait que tu confonds, oui, ou bien tu ignores. C'est que tu devais noter, c'est que la victoire, elle est d'autant plus diplomatique par les faits, premièrement, que dans cette situation, face à 2 militaires préparés depuis des décennies pour mettre le pays dans ce coup, notamment le président Paul Kagame et l'ex-président Joseph Kabila, nous avons contourné la démarche puisqu'ils nous ont attendus. Ils savaient qu'il n'y avait pas d'autre piste que de faire la guerre. Et comment faire la guerre? On fait la guerre avec une armée. Donc Tshisekedi, nous allons l'agresser. En revanche, il va répondre armée contre armée. Et comme là-bas, c'est une armée fragilisée, nous allons le mater. Stratège qu'il est, intelligent et expérimenté. N'oubliez pas que le nombre d'années ne définit toujours pas l'expérience. On dit aux âmes bien nées, la valeur n'entend pas le nombre d'années. Tshisekedi, c'est une âme bien née. Ayant vu le piège devant, il dit ici effectivement, je constate que je ne peux pas commencer par faire cette guerre pour 2 raisons. Première raison, c'est que je serai en train de faire la guerre contre celui qui est reconnu être la victime. Deuxièmement, je ferai cette guerre avec une armée qu'ils ont fragilisée. Donc je ferai quand même une guerre par complaisance, mais je ne gagnerai pas. Ce que je dois faire, comme ils ont le soutien des autres par le fait d'avoir fait passer l'argument d'être victime, je les amène sur un terrain. Alors que ce terrain, c'est celui qu'ils n'attendaient pas. Ils étaient rassurés. C'est quoi le terrain? Le terrain diplomatique. C'est bien pour ça, autrefois, j'ai dit, bataille diplomatique, Tshisekedi sort homme du match. Ouais. La bataille diplomatique, Tshisekedi est sorti homme du match, puisqu'ils se sont attendus, ils l'ont attendu plutôt, sur un autre terrain de guerre. Tshisekedi a commencé par casser, par
déraciner l'arbre à partir de la racine principale. Les racines pivotantes ne tiennent pas un arbre. C'est la racine principale. Or, la racine principale ici, c'était l'argument du victimisme. Tshisekedi a convaincu l'Occident en lui montrant, je parlais de l'Occident, les faits, les preuves que c'est lui qui vous a dit ici que c'était une victime, c'est lui l'agresseur. Regardez les preuves. Et effectivement, Tshisekedi a eu raison puisque, ayant constaté que c'était l'agresseur, on l'a lâché. Je parle de la victoire diplomatique. Mais je t'explique, non? Oui. Parce qui était ici déjà c'est la diplomatie. Je parle de la diplomatie. Oui. On est dans une démarche diplomatique. À quel moment peut-on parler de la victoire diplomatique? Tu étais un très mauvais élève. Quand on explique, on écoute. Ok? Mais vous êtes trop Tu étais un littéraire. très mauvais élève. On n'a pas tout le temps. Ici, la question tu poses, je réponds à ceux qui ont suivi. On est à la Ils télévision. sont dans ton ignorance. Le temps est compté. La diplomatie consiste au fait que parce que la guerre a eu des implications extérieures. Il y a aujourd'hui l'agression, la guerre entre l'Ukraine et les États-Unis, qui a des implications par l'effet d'autres pays ça crée une ramification d'autres pays. C'est ça l'aspect diplomatique. Pour le cas de la RDC, le Rwanda nous agresse, mais le Rwanda a des appuis. Il y a la ramification. Donc ça veut dire que même si vous combattez le Rwanda, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Derrière, il y a d'autres forces qui soutiennent le Rwanda par rapport à la thématique que le Rwanda leur a montrée, qu'il leur a brandie. Tshisekedi a commencé par casser, en allant vers cela, leur montrer qu'il ne s'agit pas de ça, on va se battre après. Mais commencez d'abord par reconnaître que c'est moi la victime. Ceux-là ont cru en Tshisekedi, ont lâché ces derniers. Comme c'est une démarche diplomatique et que c'est Tshisekedi qui renverse la donne, c'est ce qu'on appelle victoire diplomatique. Ça se règle à ce niveau-là parce qu'il a coupé les soutiens du Rwanda et le Rwanda commence à avoir des sanctions. Tshisekedi n'avait jamais fermé les deux branches pour résoudre cette situation. Il y avait la branche diplomatique et il y avait la branche militaire. La branche militaire, c'était celle que le Rwanda avait comme seule option, sans avoir la branche diplomatique. Tshisekedi lui a apporté les deux branches. Sur le plan diplomatique, il a cassé. Il a coupé l'herbe sous le pied. Parce que là-bas, ses alliés ne le sont plus. Maintenant, il reste sur le plan militaire. Or, sur le plan militaire, la RDC combattait contre l'armée rwandaise, puisque de toutes les façons, l'AFC M23 n'est qu'un prétexte. Ça n'existe pas. C'est une histoire imaginaire. C'est l'armée rwandaise qui combat. Maintenant, comme pour dire, les faits par les partenaires, les ex-partenaires du Rwanda, aujourd'hui devenus partenaires de la RDC, commençaient à sanctionner le Rwanda jusqu'à lui imposer de retirer ses troupes sur le sol congolais. Ça veut dire que le Rwanda ne saura plus déstabiliser la RDC à travers le M23 qui restera une coquille vide. Donc grâce à la diplomatie de Tshisekedi, on est en train de finir la guerre sans faire la guerre. Donc pour vous, parler de la victoire diplomatique est mieux que vivre, que la population vive la réalité sur le terrain. Mais c'est-à-dire quoi? La population de Goma, gérée par Kinshasa. Ouais. La population de Bukavu, gérée par Kinshasa. La population de Rutshuru, gérée par Kinshasa. Jusqu'aujourd'hui, est-ce que vous connaissez la monnaie qui circule là-bas? Attends, Désiré, même si tu me dis que c'est la monnaie, je ne sais d'où. Quand le Rwanda, parce que ce n'est pas la première fois que le Rwanda prenne ces sols-là. Oui. Lorsque, sous Kabila, dans leur complicité, oui, le Rwanda a pris Goma, c'était un prétexte pour que Kabila, qui était l'affidé du Rwanda, fasse des concessions. Donc on a fait des concessions qui ont contribué à fragiliser l'armée. Tshisekedi, face à son intransigeance, il n'a pas voulu faire des concessions. Il dit, le temps que ça prendra, ça le prendra, vous quitterez, vous n'obtiendrez rien du tout. Ah bon? Il n'a pas voulu faire des concessions? Il n'a fait aucune concession. Vous oubliez, là maintenant, c'est moi qui suis... Moi, j'ai été mauvais élève, mais vous étiez très mauvais étudiant, parce que vous oubliez très rapidement. Ouais. Félix Tshisekedi nous a amené ici, Paul Kagame, au stade des martyrs. Oui. C'est lui qui ne veut pas faire des concessions. Il nous a amené Paul Kagame au stade des martyrs. On a chanté Yunani Oboya Kagame. Yunani Oboya Kagame. C'est Félix est ici. C'est pas quelqu'un d'autre. Logiquement, c'est lui qui est la source, qui est d'ailleurs la source de ce problème que nous vivons aujourd'hui. Très bien. Tu es vraiment amnésique. Je vais prendre ta question et répondre directement aux populations. Parce que vous, les kabylistes, vous voulez duper la population. Qui? Toi, tu es kabyliste. J'ai dit ceci.
Ah, non, Vous avez le courage. Non, retirez d'abord. Non, je ne retire pas. Tu es kabbyliste. Je reste journaliste. Ah oui, ça c'est une mascarade. Mais nous savons identifier les propos de chacun. Ah bon? Oui, les journalistes aujourd'hui, nous savons tous faire la différence par rapport à votre Répondez à tendance. ma question. La question est claire. Je réponds. Oui. Premièrement, l'alternance de 2019, c'est un nouveau président qui arrive, qui connaît les différents problèmes que nous avons toujours entendus. La RDC, ceci, la RDC, cela. Mais lorsque lui arrive, il considère que c'est le début d'une ère nouvelle. N'est-ce pas? La première des choses qu'il impulse, c'est la confiance. Puisqu'il dit, je suis venu changer. Je suis venu changer la donne. Laisse-moi expliquer, non? Oui. Je suis venu changer la donne. Je considère que tout le monde peut changer aussi. N'est-ce pas? Oui. De même, ayez le courage aussi de le dire. Kabila, ennemi de la RDC. Kabila, tueur de Congolais. Kabila, pilleur de Congolais. Mais lorsque vous avez le courage de dire, Tshisekedi a fait confiance. Il a marché avec Kagame. Et le courage de dire aussi, Tshisekedi a marché avec Kabila. Ça, vous ne le dites pas? Est-ce qu'il y a une différence entre Kabila et Kagame? Pourquoi vous... Attendez. Y a-t-il une différence entre Kabila et Kagame? Aucune différence. Mais pourquoi vous n'avez pas le courage de dire que Tshisekedi, lors de sa prise de pouvoir, la première des choses, il a aussi présenté Kabila comme un frère à la permanence de l'UDPS. Il a dit, malgré nos divergences, aujourd'hui, c'est notre frère. Parce que c'est un homme de paix qui arrive au pouvoir. Nous ne ferons pas la chasse aux sorcières. C'est lui que vous connaissez, les tueurs, les pilleurs, le meurtrier, c'est devenu notre frère. Avant de parler des relations de Tshisekedi avec Kagame, d'abord parler des relations de Tshisekedi avec Kabila aussi. Puisque c'est la même personne. Kagame et Kabila, c'est la même personne. Vous ne le direz pas parce que vous avez honte de votre silhouette. Alors Tshisekedi ayant fait confiance, cette confiance n'avait jamais empêché qu'il reste prudent. Parce qu'en même temps, il sait, c'est lui à qui je montre la face d'être faible. Je sais que c'est lui l'ennemi. La naïveté de Kagame est plutôt cela. Kagame a cru en la faiblesse présentée par Tshisekedi. Il s'est donné. Mais qui aujourd'hui subit les sanctions entre les deux? Et les sanctions viennent de qui? S'il était faible, lui qui vous a dit que c'était un ami, qui aujourd'hui subit les sanctions? Des sanctions à la suite de l'action de qui? Tshisekedi était venu avec la bonne intention. Il a commencé par pardonner les meurtriers de l'intérieur en acceptant de créer un bloc avec eux. FCC Cash. On n'avait pas oublié que les FCC c'était des démons. On n'avait pas oublié. La preuve, puisqu'ils ne pouvaient pas changer leur identité, ils ont fini par montrer que nous ne sommes pas faits pour changer. Tu t'es trompé. Mais ce n'est pas pour autant que Tshisekedi avait oublié que c'était des démons. De la même façon qu'il savait aussi que Kagame c'était un démon pour ses Kabila et Kagame, ça fait un. Mais vous parlez de Kagame, on a dit ici. C'est vous qui chantez. Tshisekedi, avant d'amener Kagame ici comme un pays. Écoute, le conflit entre la RDC et le Rwanda ne changera pas les frontières, les limites entre la RDC et le... Ça reste un pays voisin. C'est ce que vous devez Ça savoir. reste un pays voisin. Alors Tshisekedi a fait confiance à un dirigeant d'un pays voisin. Malheureusement, ce dirigeant, lui, il était acquis à une autre cause. Il militait pour une autre cause. Et il a cru profiter de la gentillesse de Tshisekedi que lui a considéré comme une faiblesse. Et pourtant, il n'était pas faible. C'était juste un stratège, un sage, qui savait effectivement se cacher pour voir l'expression, le retour de l'autre par rapport à son expression. Mais après, la faiblesse a changé. Il aurait été faible, il ne ferait pas 2 ans au pouvoir. D'ailleurs, c'était ça les calculs. De la même façon que l'autre de l'interne a tenté de les fragiliser. De la même façon que l'autre de l'extérieur a tenté la même chose puisqu'ils sont un. Donc, désormais, lorsque vous dites que Tshisekedi nous a présenté Paul Kagame, oui, il vous l'a présenté en tant que dirigeant d'un pays voisin, de la même façon qu'il vous a présenté Kabila comme Congolais, pourtant sachant tous que c'est un ennemi. Et le courage de dire les deux. Un ennemi qui a géré 18 ans, le même pays. Ben oui, il y a un ennemi qui a tué pendant 18 ans, qui a pillé pendant 18 ans, qui a fragilisé le pays pendant 18 ans. C'est un secret des polichinelles, ma fille le sait aussi. Ah, elle sait que Kabila c'est un ennemi. Elle le sait, elle le sait. Moi, quand je dirigerai un jour ce pays, j'instituerai dans les établissements scolaires qu'on dise expressis verbis que des présidents que nous avons connus dans ce pays, il y a eu un meurtrier qui s'appelle Joseph Kabila. Quelle est la différence qui vous démarque de Kabila? Qu'est-ce qui vous démarque de Kabila dans la pratique? Dans la pratique, les arrestations, vous les faites. Tout ce que Kabila faisait hier, vous le faites aujourd'hui. On a arrêté qui? Oh, donc Chadar est où? Minakou est où? Ouais. Les jeunes ici, comment ils s'appellent? Parole Kamizelo est où?
L'autre là, le Tétéla là, comment il s'appelle encore le jeune Tétéla qu'on a enlevé à l'IPN ici. Il est où jusqu'aujourd'hui? Je vais te donner, on ne sait pas où il est. Je vais te donner une. Et c'est pratiquement les mêmes habitudes que nous vivions du temps de Kabila, que nous vivons aujourd'hui. C'est faux. Quelle est la différence? C'est du blanc poney, blanc. Non, la différence est la suivante. D'abord, tu dois savoir que dans un pays, ce que tu entends désormais, il faut noter, par la démocratie, c'est la séparation du pouvoir. Oh. Oui, la démocratie sous-tend la séparation du pouvoir. Prends note. Alors, la séparation du pouvoir étant la consécration de la démocratie, nous l'avons sous Tshisekedi, puisque sous Kabila, la justice, qui fait partie d'une institution qu'on appelle cours et tribunaux, était inféodée et réduite en instrument de répression politique. La preuve, comme les cas la preuve, Franck Diongo en train d'être jugé sur une chaise roulante. La justice n'a même pas encore prononcé. Mais un média proche du pouvoir annonce déjà ce que sera la sentence. Et la sentence sort, c'est la même chose. Ça veut dire et la justice et le média l'ont eu de quelque part. Une justice réduite en instrument de répression politique. L'état de droit, par ailleurs, sous-tend l'existence et l'efficacité de la justice, cette fois-ci de la manière la plus juste et équitable. La réorganisation de l'État, c'est équitable aujourd'hui. les questions de sûreté de l'État, elles valent son pesant d'or face aux actes posés par des gens que tu cites là. Les ennemis de la République, vous vouliez, faites un choix, que nous soyons un pays, un État faible, face aux comploteurs, face aux laudateurs du mal, ou bien l'État ayant été investi du pouvoir légitime de mater les mouvements subversifs, devait agir comme c'est fait sous Félix Tshisekedi avec ses ennemis. Alors ne faites pas la confusion. Dans un état de droit, on arrête quelqu'un à 1h vers 2h dans son domicile, quelqu'un qui, d'ailleurs, vous ne pouvez même pas avoir peur de sa fuite, parce que c'est une personnalité, ancien candidat président de la République, vous l'arrêtez à 1h, 2h. Ailleurs, là où vous parlez de l'état de droit, on parlerait de l'enlèvement. Non. Vous parlez de l'arrestation. Non. Dans un état de droit, un service dénommé cyberdéfense, c'est ce service-là qui arrête des politiques, alors que cyberdéfense, en ma connaissance, c'est quand il y a une publication, peut-être qui va à l'encontre de la sécurité, que la cyberdéfense vient vers vous. Cette fois-là, c'est une opinion politique, c'est ceci, c'est cela, et la cyberdéfense descend vers vous. Non. Ça, c'est un état de droit. Toi, tu me révèles de l'ignorance ici. Ah oui, allez-y. Oui, cyberdéfense entre en violation de ses attributs lorsque il se substitue à la justice. Parce que la justice n'a pas la compétence de cyberdéfense par rapport à la gestion des informations sur le numérique. Justement. Voilà, puisque la justice n'a pas la même compétence en termes de gestion du numérique, les cyberdéfenses ayant fait les investigations sur les actes ou encore sur les transactions, sur les échanges des acteurs ou de la population lambda, quand le cyberdéfense fait son travail de tomber sur un acteur par rapport à ces échanges jugés suspects, il le prend, il l'entend et le transfère à qui de droit, sauf si tu me cites un seul condamné par le cyberdéfense. Oh. Dis-moi un seul qui est allé en prison, condamné par le cyberdéfense. Le cyberdéfense peut arrêter tout le monde. Dis-moi qui est condamné par le cyberdéfense. Mais vous ne trouvez pas que c'est pratiquement une police politique? Non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est de la même façon que l'IGF. C'est l'IGF qui diligente la démarche d'enquête. N'est-ce pas? Mais prend les données d'enquête, donne à qui de droit. Les services de cyberdéfense est, à mon sens, rattaché à tout ce qui a trait avec la sûreté de l'État, des questions sensibles. Oui, mais évidemment, des questions sensibles. Alors, les cyberdéfense est doté du pouvoir, au regard de la démarche diligentée, de prendre la personne suspectée, l'entendre au regard des informations qu'il a, le cyberdéfense, et voir évidemment si c'est lui qui s'est trompé, ou bien au regard des informations qu'il a, le mettre à la disposition de celui qui a la compétence de les juger sur base de ce que dispose de cyberdéfense. Il n'y a aucun flou là-bas. Il n'y a que le flou pour les ignorants
ou bien les gens qui se trouvent aussi être concernés dans le travail là par ceux qui le font. Je ne serais pas surpris que tu sois aussi demain arrêté parce que ça te gêne. Vous justifiez tout parce que les gens... Je justifie, oui, puisque c'est justifiable, mais je ne blanchis pas. Alors, la justification est évidente. Alors, on parle maintenant de... Je voulais souligner un élément aussi important. Oui, allez-y. Toujours par rapport à cette histoire de répression, oui. Il y en a qui arrivent même à dire que c'est un régime répressif puisque il y a des exilés. Non, il n'y a pas un exilé. En Israël, les lépreux n'habitent pas la société. Quand vous êtes lépreux, vous savez où vous devez vous mettre. C'est en dehors de la société. Il y en a qui sont sortis eux-mêmes puisque s'étant consciemment dépistés lépreux. Cette Kikouni, il a lui-même s'est dépisté qu'il est lépreux. Il a fui. Les lépreux ne restent pas dans la société. On les met à l'extérieur de la société, ils attendent la mort là-bas. Je considère ces ennemis-là comme des lépreux, des Péro-Louara, tous ces gens-là. L'autre ici avait pris un prétexte. Posez-lui la question, j'aimerais à travers cette émission qu'il nous dise. Qui est ça? Notre étudiant. Je me suis rappelé ce matin d'une récitation à l'école primaire. Que feras-tu après ces études? Je voudrais que cette question soit posée à Joseph Kabila. Que fait-il après ses études? N'est-ce pas qu'il est sorti pour raison d'études? N'a-t-il toujours pas fini? Ou bien la guerre, c'était les stages académiques? Ah, donc, qu'ils reviennent au pays. Non, je demande si c'était les stages académiques. Qu'ils reviennent ici. Il nous a dit, il est sorti clandestinement. Mais vous l'avez condamné. Lorsqu'il est sorti, on nous a dit c'est pour raison d'études. Vous l'avez condamné? Attends, mon cher. Pourquoi tu n'aimes pas qu'on parle de ton chef? Lorsqu'il est sorti, on nous a parlé des raisons d'études, des raisons doctorales. Et pourtant, il était allé pour se rassurer d'être dans un confort qui lui permettait de faire son travail d'ennemi, de se rapprocher de plus en plus de ses poulains. Mais ces études-là aujourd'hui, on en est où? Où en sommes-nous? Ceux qui avaient nié, sa famille politique, avait nié que non, il n'était pas sorti clandestinement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent encore en dire? Il n'y a plus rien à dire par rapport à sa sortie. Maintenant qu'ils nous disent à quel moment nous sommes passés de la sortie pour études doctorales à l'exil. Montez. Il en reste toujours quelque chose, car les mensonges ont des courtes jambes. Les mensonges ne voient pas demain. Aujourd'hui, Joseph Kabila, l'étudiant, notre étudiant, le doctorant, quand est-ce qu'il devient docteur? Est-ce que vous savez que si la Kabylie s'est comportée à l'époque comme vous vous comportez aujourd'hui, peut-être que ce pays serait disparu? La Kabylie s'est comportée mal. La Kabylie s'est comportée en ennemi. La Kabylie n'avait jamais poussé quelqu'un en exil. Mais il n'y a pas d'exilé. Vous, aujourd'hui... Il n'y a pas d'exilé. Ah, c'est ce que vous dites toujours. Les gens, quand les gens se mettent à l'extérieur sont condamnés ici. Mais attends, mais quand on est condamné... Vous les bloquez, oui ou non? On les bloque pourquoi? Mais Kabila, par exemple. Ils sont des bons Kabila citoyens. est condamné à mort. Il est condamné à mort puisque c'est un ennemi. Ben vous le bloquez Est-ce que nous sommes le premier pays démocratique à condamner quelqu'un à mort? À l'extérieur. C'est un ennemi, je te dis pourquoi il est un ennemi. Et je réponds à la population qui pose. Je te dis pourquoi il est un ennemi. Et c'est une réponse à ceux qui posent la question. Il y a des gens qui me posent la question sur les réseaux sociaux. Vous devez avoir honte de voir aujourd'hui l'Iran répliquer. Il réplique sans demander l'autorisation. Mais vous êtes là, vous dépendez des États-Unis. Non. Cher peuple congolais, surtout la jeunesse, ça me fait mal d'avoir une jeunesse abrutie. Oh là là. Oui. Contrôlez beaucoup. Je dis ceci. Oui. Une jeunesse abrutie. Dans la jeunesse aujourd'hui, il y en a qui sont heureux d'être abrutis. Non. Qui ne veulent pas être instruits. Alors que l'instruction, c'est le devoir du politique. Alors moi, ça me fait mal de voir que la jeunesse s'abrutisse à la suite des discours politiciens. Une jeunesse qui soutient Nanga. Une jeunesse qui soutient Kagame. D'autres posent la question. Quand ils apprennent que Kagame est sanctionné comme Péro Louara, c'est un jeune abruti, non? Pourquoi tu veux que je dise la vérité? Quelqu'un qui soutient le Rwanda, tu veux comment on va le qualifier? C'est un abruti. Quelqu'un qui apprend que le Rwanda est sanctionné, il regrette. Il voudrait voir que le Rwanda puisse continuer son action. C'est un abruti. Mais je vous dis, lorsque vous dites ça, sachez que aucun guide suprême, sauf si vous me montrez dans l'histoire, aucun guide suprême n'a fait le brassage et mixage pour que l'armée américaine entre dans l'armée iranienne et qu'elle fragilise l'Iran. Aucun guide suprême n'a inféodé l'armée iranienne. Aucun guide suprême n'a eu de compromission avec les États-Unis pour fragiliser l'Iran. Kabila l'a fait. Vous qui défendez, vous posez la question pourquoi. Mais Kabila a fragilisé notre armée. Les guides suprêmes ne l'ont pas fait.
Ils ont une armée républicaine et souveraine. Une armée aujourd'hui qui fait face aux États-Unis. Même s'il s'est fait frapper, l'Iran, mais l'Iran réplique comme des hommes. Si nous ne savons pas le faire, c'est parce que celui que vous soutenez a vendu le pays à l'ennemi qui nous agresse. Les guides suprêmes ne l'ont pas fait. Ils ont laissé leur pays comme des hommes. Celui qui est mort là, il est mort debout comme un lion. Kabila nous a laissé coucher comme des moutons qui attendent qu'on les abatte dans les abattoirs. Alors notre action devait être celle-là parce que nous nous sommes engagés sur une démarche diplomatique sachant que nous avons une armée inféodée par Joseph Kabila. C'est bien clair. Quand est-ce que vous allez abandonner le nom de Joseph Kabila et vous concentrer au travail? Et pourquoi vous ne voulez pas? Vous avez honte de l'histoire. On a l'impression que vous tournez autour de Joseph Kabila chaque fois. fois. Non. C'est Joseph Kabila qui vous bloque. C'est Joseph Kabila. Mais vous avez 7 ans de pouvoir. Désiré. Il ne vous reste que 2 ans. Ne fais pas dire ce que nous n'avons pas dit. 2 ans et demi. Qui t'a dit que nous sommes bloqués? Si nous sommes bloqués, les sanctions viennent d'où? C'est toi qui as sanctionné. Oh, mais on a l'impression que c'est toi qui as sanctionné le Rwanda. Kabila devient l'ombre du pouvoir. Est-ce que c'est toi qui as sanctionné le Rwanda? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de retrait de l'armée rwandaise, est-ce que Kabila c'est à la suite de notre Kabila vous interdit de donner du courant à la population, de l'eau à la population? Kabila vous interdit d'asphalter les avenues. Kabila vous interdit, vous, à Kinshasa, de pouvoir chercher les transports en commun pour l'État. Kabila vous interdit tout ça. Mais Kabila vous a laissé des Transco. Il vous a laissé des Transkin. Où sont ces sociétés-là aujourd'hui? Ah oui, tu parles de Transco. Oui, attends, puisque tu parles de Transco, je voulais féliciter mon ami Jérémy Kiloubou, nommé directeur général de Transco, pour te dire que Transco existe. Oui. Et ils sont où? Les bus sont où? Attends, non, je te dis. Où sont les bus? Attends, je te dis, il y a un nouveau DG là-bas. Lorsque Tshisekedi est venu, le Transco dont tu parles là n'avait plus 3 bus. C'est sous Tshisekedi que nous avons vu plus de 500 bus. Plus de 500 bus, n'est-ce pas, être achetés par lui. Et c'était une série qui continuait, comme tu le verras. Attends, puisque tu as le secteur de transport, n'oublie pas que Tshisekedi aujourd'hui nous dote d'une société d'aviation, avec des avions. Écoute, donc il ne faudrait pas que tu parles de Tshisekedi comme quelqu'un qui ne réalise rien. Dans les avions. D'abord les transports en commun. Mais je viens de te répondre. Par rapport. Non, on ne prend pas d'avion chaque jour. Je t'ai répondu chaque jour. Toi, tu penses que tu prends le moto, mais je t'ai répondu que les bus Transco existent, la société Transco existe. Tshisekedi, lorsqu'il est arrivé, c'était une société mourante. Il l'a réveillée. Aujourd'hui, elle fonctionne et va acquérir incessamment de nouveaux bus. Bien pour ça, je suis allé au-delà pour dire qu'il n'y a pas que de bus. Tu as dit qu'est-ce qui nous bloque? Mais rien ne nous bloque puisqu'un président bloqué ne doterait pas à son pays des avions, ne doterait pas à son pays des artères en train d'être construites en béton, ne contournerait pas les embouteillages à travers la rocade. Ce n'est pas un blocage. Kabila n'a pas fait ça. Vous dormez? Réveillez-vous. Dialogue. Ou alors, révision de la Constitution. Non, changement de la Constitution. Il faut bien dire les choses. Non. Laissez-moi, c'est moi qui pose la question. J'ai corrigé. Non, vous n'avez pas à me corriger. Ok. Ce sont mes mots. Je gère bien mes mots. Allez-y. J'ai bien lu mes cahiers. Révision de la Constitution, changement de la Constitution ou le maintien de la Constitution. Pour vous, les 3 assertions, vous choisissez quoi? J'ai choisi clairement. Nous choisissons clairement, nous, moi et le peuple congolais, le changement de la Constitution. Pourquoi? Mais puisque celle-ci, non seulement qu'elle est désuète, elle est aussi illégitime. Clair. Pourquoi? La désuétude est due au fait qu'elle ne constitue plus une réponse à un seul problème congolais. En de nos jours. Comme quoi? J'ai dit à aucun problème congolais. Oui, comme quel problème? On va partir mollo pour que tout le monde comprenne les pourquoi vous revendiquez qu'on change cette constitution. Sinon, en tout cas, vous ne serez pas flou. Et je ne vous permettrai pas d'être flou. Merci beaucoup. Voilà, allez-y. Je voudrais ici Quels sont les problèmes que la constitution bloque pour que le pays avance? Ne soit pas agité. Allez-y. Un pays est architecturalement créé sur base de loi. C'est ici que j'ai l'occasion de saluer le président de l'ECD, Martin Fayoulou, qui autrefois par rapport à la sortie des crises, il a dit réforme des institutions. Oui, réformer les institutions puisque les institutions telles qu'elles sont aujourd'hui constituent un problème. Les institutions dépendant des partis politiques. N'est-ce pas? Les institutions, la démocratie, comme dirait la particratie. Dans la démocratie des partis politiques.
Alors il faut réformer les institutions. Mais l'hypocrisie politique de cet acteur, c'est quoi? C'est qu'il parle de la réforme des institutions, oubliant que les institutions sont la conséquence de la Constitution. Comment voulez-vous résoudre une conséquence sans pourtant résoudre la cause des conséquences? Ça veut dire que c'est une résolution symptomatique. Or, il faut guérir la maladie par sa cause. Si nous avons des institutions qui posent problème par rapport à l'épanouissement de la société, où le chef de l'État doit discuter avec la classe politique, même sur les nominations dans les entreprises publiques, où le chef de l'État ne saura pas assumer totalement son action par le fait que les gens qui l'entourent dans le cadre du gouvernement lui sont proposés en dehors de son bon vouloir, conséquence de la Constitution. Quand est-ce que nous aurons des institutions qui représentent la volonté du peuple, qui donne mandat à un président? C'est un blocage pour un pays. Tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas? Si vous avez aujourd'hui, par exemple, des provinces qui émergent, c'est juste puisqu'il y a des gouverneurs qui font preuve de prouesse, à l'instar de Fifi Masuka que je salue. Madame Fifi Masuka Saini, gouverneur de Lualaba. Aujourd'hui, c'est puisqu'elle est en train de se démarquer des autres. Non seulement elle pose des actes par rapport à son attachement à son pays, l'amour qu'elle témoigne à son pays, mais surtout la loyauté au président de la République, dont elle interprète correctement la vision. Mais si cela ne dépendait que de cette constitution, elle ne ferait même pas ce qu'elle fait là. Là, c'est un cas particulier. Donc, Madame Fifi Masuka sort du commun et nous pouvons la considérer comme un cas d'école, comme un cas particulier. Mais sinon, la gestion des provinces pose aussi problème par le fait de non-redevabilité au regard déjà du système de mise en place des gouverneurs. Les gouverneurs qui sont censés représenter le chef de l'État devraient être nommés par lui premièrement pour être effectivement le fruit de sa volonté, ça établit la redevabilité. Mais deux, avec Mobutu, nous avions des gouverneurs qui étaient d'une province mais nommés dans une autre province, ça combattait le tribalisme. Mais regardez aujourd'hui comment on vote les gouverneurs. C'est le seul moment où les députés provinciaux s'en mettent plein les poches. Et donc les gouverneurs sont dépendants des députés et des autorités morales plutôt que du président de la République qui les place là-bas pour gérer au regard de sa vision, lui qui doit rendre compte. Ça, c'est un problème. Fort malheureusement pour ce dernier, ça constitue même la forme de l'État et ça touche à ce qu'on considère être la disposition intangible. Intangible pourquoi? Devons-nous rester dans un blocage puisque là-bas on dit intangible? Qui avait fait ça? N'est-ce pas la population? La population dit non, nous ne voulons plus de ça. Il faudrait que nous passions à autre chose. Alors si c'est intangible, maintenant nous la rendons tangible puisque ça doit changer. Ce sont là les motifs principaux de la réforme constitutionnelle qui ici s'appelle changement de la Constitution. Moi, je descends avec vous pour le petit peuple. Les mamans du grand marché ZAN, les mamans de tous les Wenze qui sont à Kinshasa, les changeurs, les transporteurs, les pousse-pousseurs, les chariots-mènes, en dehors des multiples théories que vous avez évoquées, parce que vous êtes resté scientifique, alors que le pragmatisme a besoin aussi de vivre. Ceux qui sont là, en bas, qui vous regardent à la télévision, le changement de la Constitution leur apporte quoi dans leur assiette? Tu es en train de vouloir dire que les chariots-mènes, les mamans, tout ce que tu as dit là, sont très moins instruits pour comprendre ce que je viens de dire ici? Eux veulent plutôt manger que vos théories que vous évoquez. C'est ce qu'on appelle abrutissement. Tu es en train d'abrutir inutilement la population. Ok. Oui. Tu es en train d'abrutir inutilement la population en réduisant ses préoccupations ou encore en considérant que le social constitue seul la branche ventre. Mais ça, c'est la mutation du cerveau vers le ventre, c'est quoi ça? Félix Ouazekwa vous a chanté Peuple Azo Senga Nini. Vous pouvez me citer ce qu'il a cité? C'est quel acteur scientifique? Félix Ouazekwa. C'est un musicien congolais qui vit des réalités congolaises. Je ne connais pas cette chanson. Qui vit des réalités congolaises et qui vous a chanté. Oui. Qui vous a informé, vous, les dirigeants. Peuple Azo Senga Nini. Réponds alors, il avait dit quoi? Maï. Peuple Azo Senga courant.
C'était fini. C'est fini. Banabatanga, puis C'est fini. salaire. Tu n'as pas entendu ça. C'est fini. Alors, Donc, le social, c'est aussi Banabatanga Baliat. tu sais pas? Le Tu savais social, pas c'est ça? ça? Oui. Oui. Alors, justement. ils n'étudient Et c'est pas. ça, justement. Et lorsqu'ils Mais étudient, maintenant, attends, non. La Constitution vous empêche quoi? Vient faire quoi dans ça? Tu veux réduire les fondamentales de l'État à ton incompréhension. Mais je t'apprends juste que la finalité de l'action de l'État, c'est ce qui donne, c'est ce qui consacre le social là. Comme la finalité de l'action de l'État engendre le social, il faudrait alors que la démarche de l'État soit faite conformément à un soubassement, n'est-ce pas? Et le soubassement doit se rapporter à une conviction et évidemment à une idéologie. Voilà pourquoi le chef doit avoir une équipe composée par rapport à ses convictions et à son idéologie. Ça ne se fera jamais avec une équipe composite, puisque la finalité doit émaner de l'action de l'État. Quand nous devons atteindre la finalité, nous devons commencer par voir l'action que l'État mène. L'État mène cette action avec qui? Nous voulons changer, mais le changement doit être global. Il faudrait commencer par résoudre le problème qui empêche que ce changement soit global à travers la personne humaine, à travers la ressource humaine, le capital humain. Ça pose problème. C'est un problème constitutionnel aussi, ça. Quelqu'un m'a écrit que il parle du changement de la Constitution. Est-ce que le changement de la Constitution empêche que les prix baissent sur le marché? Ah, mais ça, c'est quelle ignorance. Attends, à ta place, je n'aurais pas lu cette Je vous question. amène dans la pratique. Oui, ah non, ça, c'est quelle pratique? Oh. Tu parles à un économiste. Tu parles à un économiste. Donc, moi, je ne saurais pas ici sur ton plateau t'enseigner ce que tu es censé avoir étudié en deuxième primaire. Ça s'appelait problème. Problème, là-bas, on t'a enseigné que le prix de vente égale à prix d'achat plus frais d'achat. Oui. On t'a enseigné ça, n'est-ce pas? Oui. Alors, pour avoir le prix d'achat faible, il faut commencer à chercher dans la formulation du prix d'achat plus frais d'achat, éliminer l'impact des frais d'achat. Or, les frais d'achat sont dus au fait que vous avez une économie extravertie. Lorsque vous importez 90% de denrées, ça veut dire que les frais d'achat seront toujours en flèche. Et la Constitution Et vous il faut empêche attends, de changer d'économie. Je viens de te parler de l'État. Je viens de te dire la finalité de l'action de l'État et je t'ai parlé de comment l'État fonctionne. Oui, nous avons des forêts. Je venais de te dire ça. Oui. Alors, comme je te l'ai dit, tu étais censé savoir que l'action de l'État devrait être celle notamment de réduire les frais accessoires, les frais d'achat, pour évidemment avoir un impact sur le prix des ventes. C'est ce qui consacre ce qu'on appelle l'ouverture de l'économie. La diversification économique, voilà le terme. Dans la diversification économique, chaque secteur qui implique la ressource économique devrait travailler dans ce sens-là. Mais j'ai dit ceci, les secteurs fonctionnent sur base des acteurs. Ces acteurs ici devrait être désigné sur base de la volonté et de la vision de celui qui est censé être redevable vis-à-vis du peuple. Mais lorsque ce fait, de la manière dont ça se fait aujourd'hui, au regard de la Constitution, qui consacre même le clientélisme et tout ce que nous condamnons comme anti-valeurs, on n'aura pas les résultats escomptés. Voilà pourquoi vous abrutissez la population en descendant à des histoires trop basses en tant que pédagogue, pédagogue bien sûr, puisque le journaliste, tu as aussi le devoir pédagogique d'instruire. Tu ne peux pas poser une question aussi basse, de dire quelle différence, quelle relation il y a entre constitution et prix. Et pourtant, le prix sur le marché. Non, et c'est cette question basse-là que la population attend. Je te fais une révélation. Je te fais une révélation. Oui. D'ailleurs, ces prix-là vont encore monter. Ah bon? Ah oui. Parce que je t'ai dit ici que nous sommes une économie extravertie. Lorsque vous entendez que l'Iran veut bombarder évidemment les sites pétroliers et tout ça, ça veut dire qu'il y aura un impact ici dans le monde d'abord, mais ici également, puisque nous dépendons. Donc lorsque vous entendez que le monde surchauffe ailleurs, sachez que la conséquence est pire chez nous par le fait d'avoir une économie dépendante. Ça, ce n'est pas un fait exogène. Pardon, ce n'est pas un fait endogène, c'est un fait exogène. C'est l'exogénéité des faits. Il faudrait bien sûr que j'aurais voulu que tu poses cette question au début de l'émission. J'aurais fait une émission économique avec toi. Donc sachez que vous présentez mal le problème. Et lorsqu'un problème est mal présenté, on ne sait pas le résoudre. Vous êtes journaliste, apprenez que vous avez aussi un devoir pédagogique. À des termes clairs et simples, pour la compréhension de tous. Vous avez pris le pouvoir en 2018. Oui. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Oui. Vous avez trouvé une économie extravertie. Qu'avez-vous changé dans cette économie? À des termes clairs. Très bien. Nous avons trouvé une économie extravertie. Oui. Nous avons d'abord commencé par changer le système de production.
Parce que l'extraversion de l'économie est due au manque d'infrastructures. Dans les systèmes de production, comment il s'appelait encore Van Tunen établissait l'impact du prix par rapport à la distance. Lorsqu'on établit par rapport à la distance, ça veut dire l'impact de la route sur le prix de biens. Tshisekedi a commencé par construire l'infrastructure pour réduire le coût. C'est une diversification de l'économie. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas créer des entreprises lorsque vous n'avez pas des routes d'évacuation. C'est une diversification de l'économie. Nous avons vu, lorsqu'ils étaient aux hydrocarbures, Didier Boudimbo, il a lancé les appels d'offres, de manière à ce qu'une économie aujourd'hui, qui dépend de l'extérieur, même dans les secteurs miniers, parce qu'aujourd'hui l'économie congolaise repose sur les mines, il vous a apporté un souffle à travers les hydrocarbures, de manière à ce que les hydrocarbures deviennent un appui sur les mines et que ça diversifie l'économie. Nous ne sommes pas l'ancien régime qui, au lieu de faire la diversification de l'économie, l'autre a volé Bukangalonzo. Non, Boudimbo a présenté un programme, n'est-ce pas? Il dit, avec les lancements des appels d'offres, on va diversifier l'économie. Si tous les ministres, celui de l'agriculture dirait ça, celui de ceci dirait ça, on aurait une économie diversifiée, puisque apprends ceci. L'économie, ce n'est pas l'effet seulement du ministre de l'économie. L'économie, c'est tout ce qui constitue ressources de l'État. L'ensemble de tout ça, les mines, l'industrie, les hydrocarbures, tout ceci, c'est ce qu'on appelle à Lingalang Kita, richesse, c'est ça l'économie. Alors la diversification, c'est que chaque acteur puisse travailler dans son secteur comme l'avait fait Boudimbo, comme le fait aussi ceux qui sont là, s'ils existent bien entendu. Voilà pourquoi ça rappelle la problématique de la désignation des acteurs et donc des institutions comme on disait. Si les acteurs présentés n'émanent pas de la volonté, mais plutôt de l'affinité des autorités morales, ne tenant pas compte des compétences, comment ces acteurs travailleront effectivement au regard des résultats escomptés? La nécessité, une fois de plus, de changer la Constitution. Vous avez fini? J'ai fini. 1 minute. Adressez-vous à la population qui vous suit. Dites-leur ce que vous avez dit, que les produits vont encore remonter cette fois-ci. Ça veut dire qu'il y aura remontada après la guerre entre l'Iran et l'Israël. Il y aura des produits qui vont monter. Dites-leur ça. Non, mais c'est inévitable, cher Désiré. La population sait. Pour autant, nous sommes une économie importatrice. Non pas seulement nous, tous les pays importatrices. Si la crise Covid a eu des impacts sur le prix, si la crise russo-ukrainienne a eu impact sur le prix, ce n'est pas la grande crise israélo-américaine contre l'Iran qui manquera des effets d'ailleurs très graves. Puisque ce qui s'est fait, l'Iran s'attaque à tous les intérêts américains au Moyen-Orient, mais ça peut atteindre l'Afrique. N'oubliez pas qu'il y a des bases américaines en Égypte. Ça veut dire que l'impact sur l'économie après cette guerre sera fatal. Voilà pourquoi, pas pour faire effrayer la population, nous demandons plutôt au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires, puisque cette crise va entraîner des effets d'entraînement inimaginables. Ça sera incontenable contre la population. Il y a nécessité aujourd'hui déjà d'envisager comment contourner ces mécanismes. Pour chuter, je pense ici, à l'instar de la population, comme je suis porte-parole maintenant de la jeunesse ici, nous devons saluer le président de la République. Et moi j'ai proposé, et cette fois-ci on ne me volera pas la vedette, j'ai dit ceci: pour sceller les sceaux, pour marquer son temps, le président de la République doit écrire dans le cadre de sa thèse que je souhaite un livre de manière à sceller son passage remarquable à la tête de la République. La problématique de la guerre d'agression à l'est de la République, comment j'ai fait pour vaincre l'ennemi, comment j'ai fait pour vaincre le Rwanda. Nous avons besoin, dans les annales de la République, d'un livre écrit par Félix Tshisekedi, qui servira d'autres présidents qui viendront. Parce que lui leur dira désormais, c'est moi qui ai mis fin à la guerre, mais dis-nous comment tu as fait. Alors, moi je considère qu'il a déjà la qualité d'un docteur, mais qu'il écrive pour que les générations futures se servent de son expérience. Merci beaucoup, Cédric Moudiantou. Je tenais personnellement à féliciter un jeune Olualaba, Trésor Mamba, qui travaille durement aux côtés de Madame Fifi Masuka. Il est directeur provincial de antifraude au Lualaba. Elle apporte un souffle. Il travaille durement la fonction qui favorablement.
D'ailleurs, ce jeune va organiser un concert, un grand concert au mois de mai, le 30 mai 2026, ici, à 10h, pas à Kinshasa, c'est là-bas, à 10h, au stade Manika. Stade Manika, voilà. Alors, nous allons l'accompagner, on va accompagner Trésor Mamba dans ce stade, le 30 mai. Soyons prêts à accompagner ce jeune qui ne baisse pas les bras, qui apporte de soutien matin, midi, soir dans les hôpitaux, un peu partout. Parce que j'ai vu dans plusieurs images, il a apporté de soutien à Luilou, dans un hôpital où il y avait beaucoup de mamans qui ont mis au monde et qui ne savaient pas comment sortir. Il leur avait apporté de soutien. Au Lualaba aussi, un peu partout. Donc, Trésor Mamba, félicitations à vous dans ce que vous faites. Fifi Masuka est fier de vous et la population congolaise l'est aussi. Alors, Cédric Moudiantou, merci d'être passé. C'est moi qui te remercie. Merci. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Merci beaucoup. Merci à l'équipe technique et merci à vous qui nous avez suivis. Restez branchés pour la suite des programmes. L'œil du peuple, la politique sans filtre.